Il y a un chemin, celui d'avoir une assemblée plurielle, au sein de laquelle nos candidats sont présents. Il faut gouverner différemment, sortir de nos zones de confort. Je vois les yeux très étonnés de Carole Bargeon qui est toujours avec nous. Vous allez nous dire pourquoi vous êtes sceptique. Julien Arnaud est toujours avec nous, Benjamin Morel, Louis Ossalter et Frédéric Dabi est en ligne. Bonjour Frédéric Dabi, merci. Bonjour Elisabeth. Vos machines travaillent là en ce moment pour nous présenter. On attend que l'électoral soit figé, ce qui n'est pas le cas. Oui. Elle commence à travailler. Elle commence à travailler. Et ce sera très intéressant d'avoir votre projection demain en siège. Directeur général d'IFOP. Mais on en parlera. Directeur général d'IFOP. Cette assemblée plurielle, ça pourrait ressembler à quoi selon vous, Frédéric ? J'ai du mal à reprendre ce terme d'assemblée plurielle. Une assemblée est toujours fait plurielle, même quand il y a une majorité absolue. Donc c'est une manière pour Gabriel Attal peut-être je dirais pas d'enjamber ce deuxième tour, mais de dédramatiser ce qui pourrait se passer le 7 juillet en espérant que le RN n'ait pas une majorité absolue et que les forces anti-RN, c'est-à-dire le bloc central, la gauche, des divers gauches ou des divers droites, puissent s'allier. Je pense que c'est pas le sujet des électeurs qui sont pas, je dirais, passionnés par ce type d'affaires. Ils sont plutôt sur la campagne de deuxième tour, sur l'idée de confirmer ou pas leur vote du premier tour, qui a été un vote extrêmement clair avec cette poussée historique du RN, 10 600 000 voix, une gauche qui a progressé également et une majorité sanctionnée, même si elle a tenu le choc. En tout cas, c'est l'idée plus que jamais de créer un tout sauf le RN en parlant d'assemblée plurielle, avec aussi un petit clin d'œil historique par rapport à la gauche plurielle. Le mot pluriel n'est pas un mot anodin, selon moi. Oui, mais est-ce que les électeurs peuvent être sensibles à ce choix, c'est-à-dire une majorité absolue ou une assemblée plurielle ? Est-ce qu'ils peuvent se dire, par exemple, moi je veux que ce soit gouvernable, la France, donc je ne suis pas très proche du RN, mais j'ai envie que ça fonctionne. Ou est-ce qu'ils sont assez peu apeurés par l'idée d'avoir une assemblée ingouvernable ? Est-ce que ça rentre comme curseur, comme motif de choix électoral, à votre avis ? C'est très très difficile parce que les choix électoraux, il y a des choix locaux, il y a des choix liés aux candidats, il y a des messages qui ont été envoyés très clairement aux européennes au premier tour des élections législatives. Si le RN a fait un peu moins que ce qui était prévu dans les enquêtes d'intention de vote, je pense à notre holding IFOP Fédistat, c'est peut-être aussi un certain recul et un certain vertige d'une partie de l'électorat sur un RN qui serait au pouvoir. Avec le fait qu'il y ait énormément de duels dimanche prochain et beaucoup moins de triangulaires que les règles électorales pouvaient le laisser augurer, ça pourrait être aussi un réceptacle à un vote anti-RN, un vote d'élimination et donc éviter la majorité absolue. Maintenant, je ne pense pas que beaucoup d'électeurs se projettent dans leur vote ou fassent plutôt de leur première motivation de vote l'idée est-ce que l'Assemblée va être gouvernable ou pas. Ça me paraît un peu compliqué. Ils sont très loin de ça. Sauf si ça devient un thème de campagne majeur et compréhensible par tous. Mais donc ils sont très loin de ça. Merci pour cette réponse. Mais on dit parfois que les Français, ils ont aussi envie que tous les partis travaillent ensemble. Bon, ils ont en fait, c'est pas du tout leur sujet. Oui, il y a toujours dans l'imaginaire des Français le souhait d'une union nationale, mais on a un champ politique qui est tellement je dirais, en voie de décomposition, recomposition. On a cette guerre des trois blocs avec, une hostilité forte entre chacun des blocs. L'idée d'une union nationale peine quand même à être quelque chose de perçu comme crédible. Merci beaucoup Frédéric Dabi. On vous laisse travailler pour nous livrer des sondages. Toujours très intéressant. Merci à vous. Benjamin Morel. Alors, reprenons cette affaire de majorité plurielle qui travaillerait projet par projet avec des concessions. Il l'a dit Gabriel Attal hier sur TF1. Nous, on est prêts à gouverner autrement et même à modifier nos lignes de programme. C'est toujours un peu le vieux rêve de la Macronie, en fait. Vous avez ce bloc central et vous allez débaucher ceux qui seraient raisonnables, donc notamment des socialistes, peut-être quelques écologistes et des LR. C'est très bien, mais j'ai vu aucune enquête qui me permet de penser qu'aujourd'hui, ça fait 289 députés. Si jamais, le 7 juillet, l'addition RN plus
France Insoumise fait plus de 289 députés, ça veut dire que, et à moins que l'un de ces groupes dise « je veux bien la majorité plurielle moi aussi, et si je n'y participe pas, je m'abstiens parce que je tiens à la stabilité du pays et donc je veux bien que Gabriel Attal ou quelqu'un d'autre dirige cette majorité », c'est quand même assez peu probable quand on voit un petit peu la position de Jean-Luc Mélenchon, et le RN n'y aurait pas intérêt, ça ne se produira pas. Donc il faut envisager pour la majorité 289 députés, pour l'instant elle ne les a pas, donc ça passe par deux options. Soit vous faites un accord avec la France Insoumise, soit vous faites un accord avec le Rassemblement National, soit vous trouvez une autre solution, gouvernement technique, etc. Mais la majorité plurielle est en fait une minorité plurielle. Eh bien, une minorité plurielle, c'est pas une majorité absolue, ça c'est sûr, ils n'y arriveront pas. Non, mais il faut encore une fois que les projet par projet, ils peuvent pas réunir un nombre de députés suffisant pour voter des projets. Il faut déjà que les motions de censure ne passent pas. Oui. Et le chiffre de 289, il est crucial. C'est le problème, il y a la majorité, puis il y a la contre-majorité. C'est-à-dire que si en face, vous avez une majorité absolue des membres de l'Assemblée, je crois, pour voter une motion de censure, ça veut dire qu'il y a une majorité pour renverser un gouvernement. Donc, même si, alors que ce soit Bardella dans son cas ou un Gabriel Attal dans l'autre, arrive à bricoler quelque part une majorité en faisant venir des alliés, en gouvernant en coalition, il faut déjà s'assurer que cette majorité, qui sera relative forcément, ne soit pas contrée et renversée. Par ailleurs, dans l'idée en fait, cette idée de coalition, Emmanuel Macron en a reparlé hier dans sa réunion avec les ministres, en redisant il peut y avoir une possibilité de gouverner en gros du centre-gauche au centre-droit. Mais ça n'a rien de nouveau. Ça fait même des mois qu'il essaye de faire ça. Ça fait même 2 ans, puisque depuis qu'il est en majorité relative issue des élections législatives de 2022, Emmanuel Macron ne cesse de vouloir, soit par des débauchages individuels, soit par des accords qui n'ont pas abouti, vouloir élargir sa majorité, notamment à droite. Et il y a toujours dans son imagination donc ce rêve d'une grande majorité qui viendrait élargir le bloc central, qui aujourd'hui, avec En Marche, Horizon et le Modem, n'a pas la majorité absolue. Mais ça n'a jamais marché. Ça n'a pas marché après les législatives de 2022, ça n'a pas marché avant les législatives, ça ne marche pas après les législatives. On est dans une configuration totalement nouvelle. Peut-être que des solutions nouvelles peuvent en sortir. Peut-être. Non, mais c'est la question qui est posée. On est dans de l'inédit. Xavier Bertrand, hier soir sur TF1, lui en tout cas, à ce stade, il dit non. Il a raison. Je veux un gouvernement de sursaut républicain. Le problème, c'est pas des alliances ou les combinaisons. Sous ça, les coalitions, c'est le truc d'hier. Faut comprendre le séisme qui s'est passé quand même, bon sang. Les Français ne veulent pas qu'on continue comme avant, ni même qu'on ait des petits arrangements. Comment on sort le pays de l'impasse? Comment on sort les Français de leurs problèmes? Et une chose est certaine, le vrai responsable de tout cela, c'est le président de la République, qui ne cherche pas à reporter la responsabilité sur les Français. C'est lui, par sa politique et par sa décision, qui nous a mis là-dedans. Donc ça veut dire que tout le monde restera dans sa logique politique, partisane. Parce que je vous entendais dire, si Xavier Bertrand ne veut pas, Jean-Luc Mélenchon encore moins. Donc décidément, il aura besoin. De cette assemblée plurielle, il en a besoin. Enfin, Emmanuel Macron ou le Premier ministre qui sera là, il a besoin de ces forces de Mélenchon, d'Édouard Philippe, on disait, comme de Xavier Bertrand, même s'il ne siège pas, mais de cette force des Républicains, de ceux qui représentent les Républicains. Et encore une fois, vous disiez, certes, il y a une configuration politique qui est nouvelle, mais si on en revient aux électeurs, aux Français, qui ont entendu ces mots depuis des mois, voire des années, comme le disait Louis, ces accords de majorité, ces contrats texte par texte, on l'a entendu avec Elisabeth Borne qui avait travaillé, qui n'avait pas réussi. Ça devait aller de la gauche jusqu'aux Républicains, des socialistes jusqu'au LR, ça n'a pas abouti. Alors c'est très joli aujourd'hui d'utiliser cette phrase, mais je pense que les Français se disent mais c'est pas ça. En plus, ça n'a absolument aucun sens. Mais non, aucun sens. Emmanuel Macron, d'abord, les coalitions, il ne les a pas vraiment cherchées en 2022. Il n'a jamais proposé de contrat de gouvernement, sérieusement, sur lequel des partis peuvent s'accorder sur un programme. Il a effectivement pratiqué plutôt les débauchages. Bon, mais la situation tout à fait nouvelle dont vous parlez, oui, mais ça rend les choses encore pires. Parce qu'en fait, il est beaucoup plus affaibli aujourd'hui qu'il ne l'était même en 2022 avec sa majorité relative. Là, il est quand même critiqué absolument par tout le monde pour cette dissolution, etc. Et, pardon, mais cette assemblée plurielle, qui est quand même un terme un peu particulier, parce que c'est vrai que c'est plutôt
d'une majorité plurielle qu'il faudrait parler, semble tout à fait improbable, parce que au fond, c'est l'art d'accommoder les restes, quoi. Pardon, mais... Oui, mais pardon. Alors, moi, je continue avec mon esprit de contradiction, mais là, vous avez quand même un certain nombre de partis qui s'alignent sur l'idée de faire barrage au RN. Vous les avez là. Oui. Voilà. Eh bien, ça c'est une chose. Ça c'est une chose. Mais pourquoi ça ne se transformerait pas en volonté, puisqu'on a empêché le RN, maintenant on va essayer de gouverner ensemble, mais le pour que le RN ne soit pas élu dans 2 ans. Le RN n'est pas un programme. C'est pas un projet. Et puis imaginez alors, par exemple, Raphaël Glucksmann est peut-être le seul. À dire, pourquoi pas. On va lire hier soir, toujours sur TF1, décidément. Ça se passait sur TF1 hier soir. Si on arrive à bloquer la majorité absolue, il y aura une assemblée éclectique, lui, il dit pas pluriel, éclectique, éclatée. Et nous devrons faire quelque chose qu'on n'a jamais fait, qui n'a jamais été fait, dans l'histoire de France. Nous comporter en adultes, sortir de nos postures. Vous dites, il est naïf ? Il est naïf si on considère la réalité électorale. Encore une fois, il n'y a pas de majorité plurielle possible sans, et si on exclut le RN, sans l'AFI. Alors, imaginez 2 choses. Imaginez d'abord un gouvernement dans lequel vous avez Édouard Philippe qui a dit ni l'AFI ni RN, dans le même gouvernement que Jean-Luc Mélenchon et Laurent Wauquiez. Ouais. Imaginez, et Sandrine Rousseau. Imaginez ensuite qu'il va falloir voter un budget, parce que la première chose que doit faire une assemblée, c'est voter un budget. Quel est le budget consensuel entre LR, aujourd'hui, qui veut couper dans les finances publiques, et la France Insoumise? J'ai du mal à le voir. Donc forcément, on peut rêver d'une assemblée plurielle. Le jour où on rentre dans le dur sur la composition du gouvernement et le budget, on voit que cette assemblée plurielle, elle se décompose. Bon, donc, no way, comme on dit en bon français. Compliqué. Pour vous, c'est une impasse à ce stade. Ce serait intéressant parce que ça renouvellerait nos fondamentaux politiques. Ce serait la 4e République sous la 5e République. Est-ce que ça rentre? Est-ce que ça peut... Il y a beaucoup de parallèles à faire avec la 4e République. Parce que pourquoi chute la 4e République? Elle chute pas d'abord pour ses institutions. Les institutions, elles ressemblent beaucoup à tous les régimes parlementaires voisins. Vous avez 30% de communistes. Et donc, on ne peut pas s'allier avec eux parce qu'on est en guerre froide. Et 15% de gaullistes. On ne peut pas s'allier avec eux parce qu'ils refusent la 4e République. Et donc, vous avez un bloc central sur lequel il faut construire des majorités avec des partis très peu disciplinés, avec une SFIO qui n'a pas renoncé à terme, la collectivisation des moyens de production, et une droite qui est beaucoup plus à droite que la droite actuelle. Ça marche pas. Et donc là, on est en effet dans une crise parlementaire qui rappelle beaucoup 1958. Je rappelle que vous avez fait un livre de 1889 à nos jours. Merci. Pour avoir le détail. Mais alors donc, ça se passera pas? C'est ce que vous êtes d'accord? Ça ne se passera pas. Et donc, qu'est-ce qui se passera en réalité, Louis Ossalter, si le RN n'a pas la majorité absolue? Alors, ce qui se passe dans les démocraties parlementaires, c'est que le président regarde la composition de l'Assemblée et examine à qui il pourrait proposer de former un gouvernement. Si le RN, mettons, n'a pas la majorité absolue, mais est la première force de l'Assemblée, on peut imaginer qu'Emmanuel Macron tire conclusion du second tour des législatives et disent au RN, quelque part en les mettant dans un piège d'ailleurs, en disant à Bardella, vous êtes la première force de l'Assemblée. Mais ils disent non. Formez un gouvernement. 240. Si effectivement Jordan Bardella, il a 250 et qu'il est loin de la majorité absolue, il l'a déjà dit, il dira non. Emmanuel Macron devra donc ensuite aller chercher une autre solution. C'est ce qui se passe en Italie, en Espagne, mais vous me dites que ça ne va pas marcher, l'autre solution. Ah non, alors c'est ce qui se passe et ça peut durer du temps dans beaucoup d'autres pays, mais encore une fois, ils ont une culture de démocratie parlementaire que nous n'avons pas. Nous sommes habitués au président qui regarde sa liste, qu'il a composée lui-même et choisit son Premier ministre comme il le souhaite. Donc effectivement, et c'est pour ça qu'on entre dans une configuration totalement inédite. Parce que des majorités relatives, on en a connu. C'était le cas donc depuis 2022, il y a eu Rocard 88. C'est des gens qui, bon an, mal an, arrivaient à gouverner, à faire passer des textes. Mais là, on n'est plus dans cette situation-là. On risque l'Assemblée éclatée sans majorité relative qui soit clair et où chacun pourrait proposer de se mettre à un canot pour dire regardez, j'ai 100, 150, 200 députés, on pourrait se mettre avec un tel ou un tel. Mais comme pour les raisons qui viennent d'être expliquées sur le plateau, je ne pense pas que la gauche, notamment, ira jouer ce jeu-là avec la Macronie. Je ne vois pas Olivier Faure, je ne vois pas les écologistes, à 1 an des élections municipales en plus, parce qu'il faut garder ça en tête, à 2 ans des élections municipales, aller dans un gouvernement et quelque part sauver la Macronie, sauver Gabriel Attal. Je ne les vois pas du tout faire. Donc chacun gardera sa boutique et attendra que ça se passe. Vous êtes avec Gabriel Attal, justement, Mathieu Desmoulins, pour LCI. Bonjour à vous, Mathieu. Est-ce qu'il en parle ce matin, d'ailleurs, le Premier ministre, de cette hypothétique assemblée plurielle?
Ce matin, il y a eu effectivement plusieurs personnes qui lui ont posé la question comment ça va se passer ensuite si le RN n'a pas la majorité absolue, mais que personne n'a la majorité absolue. Le Premier ministre botte en touche, dit on va y travailler, on verra ça après le second tour de l'élection. Il faut dire que là, Gabriel Attal a une mission, c'est d'aller au contact, en soutien des candidats. Ici, dans le 15e arrondissement, par exemple, pour soutenir le député sortant proche d'Emmanuel Macron, David Amiel. C'est aussi, ça illustre ce déplacement, toute la ligne de crête complexe, comme dit Gabriel Attal, qu'est cet entre-deux tours. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, il faut faire campagne contre la gauche, puisque c'est un duel entre la gauche du nouveau Front populaire et la majorité présidentielle, et en même temps rassurer, puisque beaucoup ici l'interpellent sur leur inquiétude de voir le Rassemblement national arriver en tête dimanche prochain, voire avoir la majorité absolue. Réponse de Gabriel Attal, on fait tout ce qu'on peut, mais donc il y a la volonté de jouer sur les deux tableaux, à la fois faire campagne contre la gauche dans certaines circonscriptions, sans se priver non plus dans d'autres de la possibilité d'avoir des électeurs de gauche qui votent pour les candidats de la majorité présidentielle sortante. Merci beaucoup Mathieu.